Bonjour à tous et bienvenue dans cette mini-conférence sur l'ostéologie. Et aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler des ossements d'animaux. De mon côté, je suis ostéopathe animalier, donc j'étudie le décédé pour mieux comprendre le vivant. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas un métier en rapport avec les animaux que vous n'avez pas le droit de trouver le sujet intéressant, voire carrément passionnant. Et justement, aujourd'hui, je vais essayer de vous transmettre un petit peu de cette passion et de démystifier tout ça. La première chose que vous devez savoir, non, ce n'est pas glauque de trouver les os d'animaux intéressants du moment que tout est fait dans le respect. Que l'animal soit vivant ou mort, on doit le traiter avec le respect qu'il mérite. Donc à partir de là, pour moi, c'est pas glauque. Pour commencer, je vais vous présenter quelques pièces de ma collection, mais avant... il faut mettre des gants, car quand vous trouvez un cadavre d'animal ou juste des ossements qui ont l'air très très blancs, par exemple comme ça, dessus il peut y avoir des bactéries. Et ces bactéries, si elles sont sur les cadavres ou les ossements, c'est pour manger les chairs. Et si vous rapprochez votre main et qu'en plus vous avez une petite coupure ou quelque chose du genre, les bactéries peuvent aller dans votre main et peuvent vous manger la main. Et vous pouvez mourir. Donc vous mettez des gants. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est une vertèbre de vache. Ça fait partie donc de la colonne vertébrale. Hop. Donc, c'est comme si je vous montrais une vertèbre à peu près d'ici. Donc, ce qui est très très intéressant de noter, c'est le trou. Coucou. Qui est absolument gigantesque. Regardez, je peux passer un doigt dedans. C'est par là que passe la moelle épinière. La moelle épinière, c'est une structure nerveuse qui permet au cerveau d'envoyer des influx électriques qui vont permettre de dire « bon toi, je veux que tu te fléchisses, toi, je veux que tu cours, etc. etc. » Et donc ce qui est super intéressant, c'est de comparer les espèces. Là, on est sur donc une thoracique de vache, c'est sûr, je sais que c'est une vache. Et là, on a une thoracique de mouton. Et donc vous voyez que c'est grosso modo pareil, quoi. Et c'est ça qui est super intéressant. Et on a pareil avec les vertèbres lombaires. Donc là, c'est plus dans le bas du dos. Donc, à cet endroit-là. Là, on va en avoir une toute petite, toute minuscule. Et là, on a le mastodonte. Ça, on appelle ça des ailes. Et pour finir, ma deuxième petite chouchoute, un bassin de vache. Et on a le sacrum. Toujours le trou. Et donc ça, c'est cet os-là. Celui-là, là, l'os du bassin. Après, en dessous, il y a les pattes, là. Il y a les deux pattes. Et à l'endroit ici, il y a la queue de la vache. Et là-bas, il y a la tête. Là, c'est les fesses de la vache. Je suis dans le... Enfin, vous avez compris, quoi. Donc, vous le voyez, c'est passionnant. Il y a plein de choses à dire sur les pièces osseuses. Mais comment on se les fournit? Donc, on peut taper sur le facteur chance, c'est-à-dire on se balade dans la forêt et on va tomber sur des ossements, ou alors on peut les acheter. Et c'est là où ça se corse un petit peu, car je vous conseille d'être extrêmement vigilant à l'origine des squelettes que vous achetez. Car il y a énormément de marché noir, l'origine de certains squelettes sont plus que floues, et ça serait dommage que malgré votre passion, votre respect pour les animaux, vous alimentiez... peut-être des méthodes d'abattage qui vous correspondent pas, ou des animaux issus de la chasse. Bon, ça, c'est à vous de voir jusqu'où vous respectez l'animal. C'est pour ça d'ailleurs que pour le moment, j'ai pas de squelette de chien et de chat, car oui, ça s'achète. Mais, voilà, l'origine, elle est encore un peu trop floue pour moi. Donc si vous tombez sur un cadavre d'animal, vous pouvez vous dire « Waouh, chouette, c'est bon, j'ai mon squelette, je connais l'origine, mort naturelle, tout va bien. » Non. Non, car en France, il y a énormément d'espèces protégées. Quand une espèce est dite protégée, tu n'as pas le droit de la détenir quand elle est vivante, tu n'as pas le droit de détenir sa dépouille ou des parties de sa dépouille. Donc par exemple des poils ou des plumes, c'est niette. On a tous un souvenir où on se baladait le long d'un lac et qu'on a trouvé une jolie plume de cygne et qu'on l'a récupérée à la maison. Vous êtes un délinquant. On n'a absolument pas le droit, d'après la loi, de détenir des plumes de cygne car ce sont des espèces protégées. Mais bon, je vous rassure, il y a quand même une certaine tolérance. Mais c'est pour éviter les débordements et vaut mieux que ce soit trop protégé que pas assez à mon goût. Donc si vous tombez sur un cadavre d'oiseau, partez du principe que c'est une espèce menacée
et que vous n'avez pas le droit de la toucher. Que ce soit la mésange, le rouge-gorge, la pie, le cygne, l'hirondelle, le martinet, le hibou, le grand-duc, bref. Protégé. Par contre, vous pouvez le canard, car c'est une espèce chassable. Et justement, donc là, on rentre dans le champ des possibles. Tout ce qui est renard, chevreuil, blaireau, ce sont des espèces chassables, donc vous pouvez détenir des squelettes de ces animaux. Interdiction de toucher à l'écureuil et au hérisson, qui sont des espèces protégées. Ah oui, puis on n'oublie pas tout ce qui est chauve-souris, amphibiens, reptiles. Ils sont globalement tous protégés, donc ça non plus, ça sert à rien, vaut mieux pas y toucher. Et pour les petits chanceux qui habitent à la mer, si vous tombez sur un squelette ou un cadavre de marsouin, de rorqual, de dauphin, pas touche, et vous prévenez les autorités locales, la faune et la flore de votre département, car c'est très important de comprendre le pourquoi du comment de la présence d'un cadavre d'une telle espèce sur nos plages. Si vous remarquez que le cadavre que vous avez trouvé a une petite bague, généralement au niveau des pattes, ça serait super cool si vous pourriez essayer de déchiffrer d'où vient la bague pour pouvoir prévenir les scientifiques qui ont bagué l'animal. Donc vous prenez des photos du lieu où a été trouvé l'animal, vous le géolocalisez, ça pourrait vraiment les aider. Si vous tombez sur un chien ou un chat décédé, il faut absolument prévenir les vétérinaires, une personne compétente qui a un lecteur de puces, déjà pour voir si l'animal est pucé et que le propriétaire il n'est pas en train d'attendre désespérément le retour de son animal. Donc imaginons à tout hasard que vous vous baladiez et que vous trouviez un crâne de sanglier. Vous avez le droit de le prendre car c'est une espèce chassable. Et ce qui serait intéressant de faire, c'est une fiche où vous allez indiquer où vous l'avez trouvé, quelle espèce c'est, vous le géolocalisez le plus précisément possible et vous indiquez la date de la découverte. Comme ça, si un jour, on sait jamais, le sanglier devient une espèce protégée, vous pourrez justifier que vous aviez détenu les ossements bien avant que ce statut lui soit accordé. Petite parenthèse avec les os, normalement on peut les nettoyer. On peut faire en sorte qu'il n'y ait plus de bactéries dessus. Pour ça, il faut... Bon, il y en a qui les passent à la javel, mais ça les abîme un peu, ou les mettre dans des bains d'eau oxygénée. Mais ça demande des contenants assez importants, puis vous doutez bien que mon bassin de vache, je sais pas comment je vais faire. Et une fois que l'os est dit traité, on peut le manipuler sans les gants. Et en amont de ce processus, pour enlever les chairs, imaginez qu'il y aurait plein encore de muscles, il y a plein de méthodes qui existent, donc il y en a qui les enterrent et qui laissent la nature faire. Certains les mettent dans l'eau bouillante pendant quelques heures, d'autres les font macérer dans de l'eau chaude, certains les enferment dans une boîte avec plein d'insectes, enfin voilà, il y a vraiment plein de méthodes particulières. Bien évidemment, on n'a pas tous des os à la maison et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous encourage vivement à rejoindre les groupes d'ostéologie sur Facebook où les personnes se partagent leurs dernières trouvailles et c'est très intéressant. Ou vous allez carrément sur Instagram. Il y a des passionnés qui partagent leur collection et on voit plein de crânes différents et les crânes, mais c'est tellement intéressant. Tout est différent, chaque espèce va avoir une forme de crâne différent, des orbites différentes, des dents différentes, c'est juste passionnant à regarder. J'ai un ami qui a sa page Instagram OstéoWorld, qui est en français, donc ça c'est top parce qu'il nous explique des trucs et c'est beaucoup plus facile sinon c'est qu'anglophone. Et vraiment, je peux que vous encourager à rejoindre sa page parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Bon allez, petite récompense pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Alors déjà, c'est magnifique. Par contre, ça pue. Le fait que l'os ait cette couleur-là, c'est parce qu'il est imbibé de graisse. Donc il est vraiment passé comme les autres os que je vous ai montrés. Donc lui, vraiment avec des gants. Donc c'est un magnifique sanglier. Je ne sais pas si vous voyez la taille de sa tête à côté de la mienne. Est-ce que vous voyez les dents? Donc voilà, si vous trouvez un crâne avec un os nasal aussi petit et des grosses dents là comme ça, vous partez du principe que vous êtes sur un sanglier. Normalement, ici, il devrait y avoir des dents. Regardez, il y a les trous. Mais vu que les racines sont très petites au niveau des incisives, c'est les premières dents qui sont perdues. Ici, là, les racines, elles vont jusqu'ici. Donc avant de perdre les prémolaires et les molaires, il faut y aller. Vous voyez, là, il y a des petites fissures qui sont en fait tout à fait normales, car le crâne n'est pas un seul et même os. C'est plein d'os collés entre eux. Donc là, vous avez l'os incisif, qui a donc les incisives. Ici, vous avez l'os nasal, qui a donc les cavités nasales. Là, le frontal. Et donc là, on voit que le sujet d'en bas était plus jeune, hein, il est plus petit.
que le sujet d'en haut. D'ailleurs, c'est intéressant de noter, là, vous voyez, il y a des petites dents derrière les canines. Hop. Et bien sûr, ce petit là, on voit que là, il y a un trou pour la petite dent. Mais là, pas de trou. Il y a un manque. C'est les petites spécificités comme ça qui font que l'ostologie est vraiment passionnante. L'intervention touche à sa fin. J'espère que je vous ai transmis un petit peu ma passion et que vous avez appris plein de petites choses. Je vais faire d'autres vidéos sur l'ostologie sur ma chaîne YouTube Animal Interest, donc si vous voulez en apprendre toujours plus, c'est là-bas qu'il va falloir me suivre. Un grand merci pour votre curiosité et votre bienveillance. Je vous souhaite plein de conférences plus intéressantes les unes que les autres. Et puis, peut-être à bientôt!